C'est l'heure du journal sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'édition de 20h sur la Perfect TV. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Les relations entre l'Inde et le Togo s'inscrivent dans un cadre de partenariat dynamique. Le président du Conseil fort, Essozina Gnassingbé, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Inde au Togo. 16e conférence des dirigeants de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à Bangui, à suivre dans ce journal. Voici les grandes lignes de cette édition. Les détails, c'est dans un instant. Le président du Conseil fort, Essozina Gnassingbé, s'est entretenu ce 11 septembre 2025 à Lomé avec l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Au centre des échanges, le renforcement des relations politiques ainsi que l'intensification de la coopération économique, commerciale et en matière de formation entre le Togo et New Delhi. L'ambassadeur de l'Inde s'est exprimé devant la télévision togolaise. Je suis venu m'acquitter d'un devoir, celui d'effectuer une visite de courtoisie au président du Conseil, la toute première depuis mon arrivée au Togo. Je suis profondément honoré par la qualité de l'accueil et l'attention dont j'ai bénéficié. Nos échanges ont été particulièrement fructueux et ont porté sur plusieurs sujets relatifs à la coopération entre l'Inde et le Togo, notamment dans les domaines politiques, économiques et commerciaux. Nous avons également abordé des questions d'intérêt mutuel touchant au peuple de nos deux nations. Et puis, on l'annonçait en début d'édition, les dirigeants africains de la communauté économique monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, se sont réunis à Bangui depuis ce mercredi pour leur 16e conférence. Axée sur l'intégration régionale et la relance économique, cette rencontre a été l'occasion pour les chefs d'État de discuter des défis structurels et sécuritaires auxquels la région est confrontée. Des précisions dans ce reportage. Clôturé le 10 septembre 2025 à Bangui, le sommet de la CEMAC a marqué une étape importante pour l'avenir de la sous-région. Les chefs d'État ont insisté sur la nécessité d'approfondir l'intégration économique et de renforcer la gouvernance budgétaire. Un message fort porté par la Centrafrique, pays hôte qui a assuré la présidence tournante ces dernières années. Au regard de nos engagements communs, je ne doute pas que nous pourrons atteindre les objectifs que notre communauté s'est fixés. À chacun de vous, mes chers frères, j'adresse des remerciements particulièrement appuyés, surtout au vu de l'exceptionnelle disponibilité dont vous avez honoré les présentes assises. Je formule des félicitations toutes spéciales à Monsieur le Président de la Commission, qui, en dépit de diverses contraintes, a su mobiliser de façon remarquable ses équipes pour la réussite de nos travaux. Dans leur communiqué final, les chefs d'État de la CEMAC ont décidé de renforcer le recouvrement de la taxe communautaire, d'améliorer la transparence budgétaire et de mobiliser davantage de ressources intérieures. La croissance régionale, qui passe de 2% en 2023 à 3% en 2024, et un déficit budgétaire en amélioration, montrant l'importance d'appliquer ces décisions pour renforcer l'économie et la cohésion régionale. Il m'est pas facile de passer après le président Touadéra avec les résultats qui viennent d'être annoncés. Mais je peux vous assurer que nous nous sommes engagés en politique sur le thème du panafricanisme, de la libération de l'Afrique et de l'intégration régionale du développement tout court. Pour les dirigeants de la sous-région, l'heure est désormais à l'action. La réussite de cette feuille de route dépend d'une volonté partagée de transformer les résolutions en résultats concrets. Avec Bangui comme témoin, la CEMAC veut désormais passer du discours à plus d'impact sur le terrain. Au Népal, la contestation étudiante a pris une tournure dramatique. Après le blocage de plusieurs réseaux sociaux, les manifestations ont gagné en intensité, faisant 16 morts et plus de 400 blessés. Des précisions dans ce reportage. La situation dérape alors lorsque les forces de l'ordre empêchent le cortège de s'approcher du Parlement.
La police réprime la manifestation à l'aide de canons à eau, de matraques, de balles en caoutchouc, puis tire à balles réelles sur la population. Au moins 19 personnes ont été tuées, dont 17 dans la capitale. Plusieurs centaines d'autres ont été blessés selon un bilan officiel. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux de victimes. La presse locale dénonce un massacre. Au soir de ces violences, le Premier ministre ordonne le rétablissement des plateformes concernées et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions d'intervention de la police. La colère de la population, elle, ne retombe pas. Ce mardi, bravant un couvre-feu, des centaines de manifestants incendient le Parlement népalais au cœur de Katmandou. Un peu plus tôt, dans une lettre transmise à la presse, le Premier ministre K.P. Sharma Oli, figure politique nationale depuis près de 60 ans, avait annoncé sa démission. Dans la foulée, son domicile privé est ciblé par les flammes et saccagé. L'homme de 73 ans, visage emblématique de l'élite très critiquée du pays, aurait été exfiltré par des hélicoptères dépêchés par l'armée népalaise. De nombreuses autres figures politiques sont ciblées. D'après les agences de presse locales, Rajalami Chitrakar, la femme d'un ancien Premier ministre népalais, aurait été enfermée dans sa maison en feu. La femme serait décédée des suites de ses blessures un peu plus tard ce mardi. Le ministre des Finances aurait quant à lui été poursuivi dans la rue et jeté à l'eau. D'autres dirigeants ont été attaqués à leur domicile, à l'instar de la ministre des Affaires étrangères. Au soir de ces heures, le chef de l'armée népalaise tente d'apaiser les tensions. L'armée, elle, reprend le contrôle ce mercredi au matin des rues désertes de Katmandou. Le pays reste à l'arrêt. Fermé au trafic depuis ce mardi, l'aéroport de Katmandou ne devrait pas rouvrir ses pistes aux vols intérieurs ou internationaux avant la fin de la journée. Alors qu'un nouveau Premier ministre doit être désigné dans ce contexte incertain, le président du Népal, Ramchandra Podel, a exhorté tout le monde, y compris les manifestants, à coopérer pour une résolution pacifique de la situation difficile du pays. Le Premier ministre indien Narendra Modi juge quant à lui la stabilité, la paix et la prospérité du Népal d'une importance capitale. Les Nations Unies appellent également à l'apaisement. Les attaques s'intensifient de plus en plus. L'État hébreu a intensifié son offensive dans l'enclave palestinienne. Reportage. Israël frappe Gaza de plus belle. Une série d'explosions s'est produite dans la ville palestinienne alors que Benjamin Netanyahou y est allé de cet avertissement aux habitants. Vous avez été prévenus, quittez maintenant, dit le Premier ministre israélien. Qualifiée d'ouragan dévastateur par Israël, la série de frappes a détruit plusieurs immeubles et fait des morts, dont des enfants, selon la défense civile de Gaza. Plus tôt dans la journée, des coups de feu ont semé la panique à Jérusalem-Est. 2 hommes ont tiré sur un arrêt d'autobus peu de temps après l'heure de pointe. 6 Israéliens ont été tués. Cette attaque a été saluée par le Hamas, qui ne l'a toutefois pas revendiquée. Les tireurs ont été tués sur place. Il s'agirait de jeunes Palestiniens de la Cisjordanie. Les assaillants qui ont tué ces 6 personnes ce matin à Jérusalem sont 2 jeunes d'un village voisin. Rien ne semble les lier au Hamas. Ça semble confirmer l'hypothèse d'un acte isolé. Donc. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.